Voilà, donc je vous laisse la parole et donc les autres, n'hésitez pas à intervenir, hein, étant donné que ce n'est pas notre domaine de spécialité et qu'il n'y a pas il y a pas de questions idiotes, hein. D'accord. Alors, oui, je me permets, alors j'ai fait vraiment mon exemplier très sommaire, hein, c'est une suite de citations ou de tableaux, etc., hein. Donc, peut-être qu'il faudrait que je vous l'enregistre, que je vous l'envoie. Est-ce que c'est plus facile que je vous l'envoie dans le chat, par exemple? Mais là, on arrive à bien lire, hein. Par contre, peut-être à la fin de la séance, nous l'envoyer. D'accord, ou je vous l'envoie Enfin, par mail, vous me peut-être, et l'envoyez puis- à moi et je le renverrai à tout le monde. D'accord, ok. Bon, voilà, bon, donc je le laisse constamment à l'écran, même si effectivement je ne l'utilise pas constamment, hein. Alors, donc en introduction, d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi la période choisie a une certaine pertinence. Alors, la période choisie, c'est donc la notion de fonction, disons, dans la première moitié du 19e siècle, dans la biologie, enfin, dans la philosophie de la biologie et dans la biologie française. Donc, pourquoi cette période peut-elle avoir une certaine pertinence? Alors, on s'étonne, alors que c'est quand même une période qui est grosso modo pré-darwinienne, alors, pas totalement pré-évolutionniste, hein. Il y a déjà Lamarck à l'époque et l'idée d'évolution des espèces est à peu près dans toutes les têtes, même si elle est fortement combattue par de très grandes autorités, etc. Bon, il y a un consensus qui commence déjà à s'établir, mais c'est quand même une période un peu pré-moderne dans la mesure où c'est pré-darwinien, hein, et voilà. Bon, cela dit, Darwin n'aura pas tout de suite une influence fondamentale sur la notion de fonction, hein, et c'est plutôt les débats dont je parlais tout à l'heure, des débats des années 1970, qui me semblent plus entériner et essayer d'introduire l'évolutionnisme dans ces concepts. Mais bon. Alors, pourquoi cette période est quand même intéressante? Parce qu'en fait, c'est une période de constitution pendant laquelle la biologie, comme discipline autonome, émerge et où aussi des paradigmes unificateurs apparaissent aussi. Bon, je rappellerai, la terminologie est un bon indice de cet état de fait, donc je rappellerai l'histoire du mot biologie. Alors, généralement, le mot biologie, on le fait remonter à Treviranus, hein, à Gottfried Reinhold Treviranus, qui, en 1802, a publié un ouvrage en 6 volumes, enfin de 1802 à 1822, un ouvrage en 6 volumes qui s'intitule Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, donc biologie ou philosophie de la nature vivante. Euh, c'est un ouvrage, enfin, je veux dire, ça a commencé à répandre le terme assez fortement, cet ouvrage-là, qui avait bonne réputation. La même année, en 1802, le terme biologie apparaît avec Lamarck dans un livre qui s'appelle l'hydrogéologie, pour désigner l'étude des phénomènes vivants globaux, qu'ils soient végétaux ou animaux. Alors, mais ce terme de biologie, il convient aussi de le rappeler, ne sera véritablement popularisé qu'à partir des années 1830-1835, euh, à partir du cours de philosophie positive d'Auguste Comte, hein. Donc, c'est l'objet de la première citation que vous avez à l'écran. Je ne pense pas qu'aucun philosophe puisse aujourd'hui suivre d'un peu loin la série quelconque d'idées générales sur l'ensemble rationnel des considérations positives propres au corps vivant, sans être en quelque sorte naturellement obligé d'employer cette heureuse expression de biologie, si judicieusement construite par M. de Blainville, et dont le nom de physiologie, même purifiée, n'offrirait qu'un faible et équivoque équivalent. Pardon. Euh, donc, euh, bon, je passe sur l'anecdote, mais Comte donc, affirme dans ce texte qu'il le reprend de Blainville. J'en parlerai plus loin de Blainville, hein, donc je préciserai à temps. Mais Blainville lui-même, dans son livre, dit qu'il le reprend aux Allemands. Donc, il y a des généalogies un peu bizarres. Enfin bon. Toujours est-il que ce nouveau terme de biologie va permettre de regrouper sous un même vocable les deux grandes disciplines jusque-là séparées et qui vont le rester pendant un certain temps, la physiologie, essentiellement assurée
par les médecins est comprise comme une discipline médicale, hein, et l'histoire naturelle. Alors, je dis que ces deux disciplines vont être rassemblées en biologie, hein, l'histoire naturelle surtout sous l'espèce, en quelque sorte, qui n'est plus l'histoire naturelle tout à fait, de l'anatomie comparée. Mais donc ça va être rassemblé sous le terme biologie, mais il faudra du temps pour que les deux professions se rapprochent et forment une même entité universitaire, hein. En 1867, Claude Bernard reproche aux naturalistes une attitude un peu hégémonique par rapport à la physiologie, alors que pour lui, la physiologie, c'est la base. Bon, et de fait, effectivement, c'est la physiologie qui va produire les premières théories unifiantes, enfin du moins à cette époque et à l'époque de Claude Bernard. Alors, si un nouveau terme, effectivement, s'impose progressivement, c'est parce que se dessine l'opportunité d'une science générale de la vie. Et bon, on connaît les théories unifiantes qui ont réalisé ce projet théorique d'une science générale de la vie à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, hein. Ces grandes théories qui sont très connues, c'est la théorie cellulaire, hein. Tout vient de la cellule, hein, la cellule explique tout. La théorie de l'évolution darwinienne, bien sûr, et aussi la théorie de l'hérédité. Bon, ça, c'est les grandes théories. Mais on trouve aussi, au XIXe siècle, dans la biologie française, un paradigme fort qui en fait est plutôt physiologique, mais qu'on appelle un paradigme d'anatomie pathologique, hein. Ça arrive en anatomie pathologique. C'est la théorie tissulaire due à Xavier Bichat. Alors, cette théorie est très importante et ça va être le contexte général dans lequel sera délivrée la théorie de la fonction qu'on va étudier, hein. Alors, je caractérise en deux mots le fond de cette théorie tissulaire de Bichat, hein, qui fait révolution et qui unifie le domaine, et le domaine est unifié par la physiologie. Alors, je rappelle, physiologie, c'est peut-être implicite, mais ça peut être traduit très librement, et c'est souvent comme ça qu'on le comprend très vite, comme simplement théorie des fonctions. Anatomie, c'est ce qui étudie les organes, la physiologie, c'est ce qui étudie les fonctions, hein. Bon, bien sûr, après, il y a des définitions savantes, beaucoup plus précises, etc., mais bon, implicitement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en gros, cette théorie pose que les corps vivants sont ultimement composés par des tissus simples qui sont l'analogue des éléments simples en chimie. Alors, c'est la deuxième citation de Bichat, hein, je la donne. Vous l'avez sur l'exemplier. La chimie a ces corps simples qui forment par les combinaisons diverses dont ils sont susceptibles les corps composés. Tels sont le calorique, la lumière, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, le phosphore, etc. De même, l'anatomie a ces tissus simples qui, par leur combinaison 4 à 4, 6 à 6, 8 à 8, etc., forment les organes. Ces tissus sont premièrement le cellulaire, deuxièmement le nerveux de la vie animale, etc. Bon, il y en a 21, hein, les thermines, l'épithermoïde et le pileux. Voilà les véritables éléments organisés de nos parties. Quelle que soit celle où ils se rencontrent, leur nature est constamment la même. Comme en chimie, les corps simples ne varient point, quels que soient les composés qu'ils concourent à former. Voilà. Donc, excusez-moi, je tourne la page de mon papier. Donc, cette théorie permettait une rationalisation et une unification générale de l'anatomie et de la physiologie, hein, grâce à cette théorie élémentaire, hein. La comparaison d'ailleurs avec la chimie moderne issue de Lavoisier n'est pas innocente. La chimie de Lavoisier, la chimie moderne, la chimie des gaz, hein, a fait révolution dans le domaine de la chimie. De même, cette théorie tissulaire va faire révolution. Et le parallèle entre Lavoisier, enfin entre les corps simples et les tissus simples, le parallèle implique aussi négativement, ça c'est intéressant, l'indépendance de la science des corps organisés par rapport aux sciences physiques. Les phénomènes du vivant obéissent à une autre logique et leurs éléments simples ne sont pas les corps simples de la chimie. Bon, voilà, cette théorie tissulaire que j'ai esquissée au départ, hein, c'est une théorie qui dit qu'il y a les organes sont composés d'éléments simples qui sont les tissus, et ces tissus vont avoir des propriétés et des fonctions. C'est ce qu'on va étudier après.
Cette théorie tissulaire a en tout cas constitué le fond des programmes de recherche de la physiologie expérimentale qui était en train de naître. C'est dans ce contexte d'émergence de la biologie comme science unifiée et échappant aux catégories des sciences inorganiques, des sciences de la matière morte en quelque sorte, que va être entrepris un effort pour repenser ou préciser les concepts fondamentaux de la biologie. Et parmi ces concepts, celui de fonction sera relativement central. Ce qu'on va étudier ici, c'est l'importance à cette époque de la réflexion sur la notion de fonction. On va l'étudier de deux points de vue. D'abord, du point de vue véritablement biologique et définitionnel, et ce sera le plus important, c'est ce qui fera l'essentiel de la communication. Et encore une fois, c'est crucial pour l'organisation de la biologie parce que la physiologie, qui est un des pans de la biologie, c'est l'étude des fonctions. Donc, il faut préciser ce que c'est que les fonctions et leur rapport à l'organe. Bon, mais il y a aussi un autre débat dans lequel la notion de fonction va être analysée, dépiautée, déplacée, etc. Et bon, je terminerai là-dessus. C'est un débat qui part du point de vue de l'extension des applications du concept de fonction. Et l'une de ces questions à l'époque, l'une des questions centrales à l'époque, était l'application du rapport organe-fonction au phénomène intellectuel. Et là, on a des débats qui sont assez intéressants et qui essayent de triturer la notion de fonction. Alors, quand je parle de l'extension de la notion de fonction, je ne parle pas du tout de l'extension, je parle de l'extension de la notion de la fonction biologique à des domaines qui appartiennent à la biologie. Je ne parle pas des domaines extérieurs. On verra rapidement avec compte que la notion de fonction, il n'y a aucun problème pour l'utiliser, par exemple, en sociologie. C'est plus compliqué en mathématiques. On verra tout ça. Mais là, quand je parle de l'extension des applications du concept, ça reste dans le domaine de la biologie qui, à cette époque, conquiert donc les sciences du cerveau et donc l'intelligence, l'étude de l'intelligence, du savoir. Voilà. Bon. Donc, c'est cependant donc le premier point de vue qui fera l'essentiel de cette intervention, et j'étudierai plus précisément le travail définitionnel opéré par Auguste Comte, dont je rappelle les dates, 1798-1857. Celui-ci, Comte n'est évidemment pas un biologiste, mais il ne serait pas faux de le considérer un peu anachroniquement comme un philosophe de la biologie, au sens où l'on parle depuis les années 70 de philosophie de la biologie. Et effectivement, il y a des petits parallèles avec les débats des années 70. Comte cherche en effet à défendre l'autonomie du champ biologique en montrant quels sont les concepts irréductibles qui sont à l'œuvre. Et autre parallèle qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il y a la notion de fonction a une certaine importance dans cette réflexion, dans cette première réflexion philosophique sur la biologie. Donc, Auguste Comte, c'est une des grandes philosophies de la biologie dans la tradition française. L'autre grande philosophie de la biologie qu'on cite souvent, c'est celle de Bergson. Mais c'est beaucoup plus tardif et vraiment dans un contexte très différent. Donc, je commence, donc c'est la première grande partie qui fera l'essentiel de mon exposé, donc la notion consciente de fonction. Les leçons sur la biologie, dans le cours de philosophie positive, furent un moment important dans l'histoire de la constitution de la science. On sait que la déclaration d'intention de la Société de biologie, qui date de 1848, Société de biologie qui sera très importante et à laquelle Claude Bernard prendra une grande part. Donc, la déclaration d'intention de la Société de biologie reprenait les grandes lignes de la synthèse consciente. Donc, à cette époque, il y a eu une certaine perméabilité entre, disons, l'élaboration philosophique que fait Comte et la science biologique elle-même. D'abord, je vais aborder des préalables. Pour aborder le travail définitionnel exposé dans le cours de philosophie positive, quelques précisions préalables sont nécessaires sur le cours lui-même et sur la compréhension de la notion de fonction, à partir de laquelle se déploient les thèses de Comte. Alors,
Tout d'abord, concernant le cours de philosophie positive. Alors, quelques précisions. Donc d'abord, les leçons sur la biologie font partie des leçons, font partie des plus développées dans le cours. C'est grosso modo un ensemble de 580 pages, ce qui est énorme. Enfin, 580 pages dans l'édition originale. Dans l'édition Hermann, qui est plus compressée et plus récente, de 1975, ça fait moins de pages, mais dans l'édition originale, c'est 580 pages. C'est un livre entier quasiment. Et elles ont été reconnues par tous, et par les biologistes aussi, comme une des parties les plus informées, les plus brillantes du cours. Et elles ont été très disputées. Alors, deuxième précision, qu'est-ce que c'est que la biologie? Pour compte d'abord, enfin, pourquoi ça rentre dans le cours de philosophie positive? Le cours de philosophie positive ne parle que des sciences abstraites. Donc la biologie est considérée comme une science abstraite par opposition aux sciences concrètes. Alors c'est l'objet du petit tableau que j'ai mis dans l'exemplier. Comment je fais pour redescendre? Hop, hop, hop. Voilà. Donc, quelle est la différence? Dans les sciences abstraites, on étudie les lois générales des phénomènes. Hein, voilà. Et en l'occurrence, les phénomènes des corps organisés. Et donc, on n'étudie pas des individus. Hein. C'est la science concrète qui étudie les individus. Et comme exemple de science concrète dans le domaine biologique et qui fait parallèle, c'est l'histoire naturelle. Pour compte, l'histoire naturelle, c'est une science concrète en tant qu'elle décrit des espèces vivantes, c'est-à-dire des individus. L'individu en biologie étant un individu spécifique, hein, c'est-à-dire qu'elle décrit des espèces en fait. Hein. Mais voilà, c'est ça la différence. La biologie, c'est une science qui va essayer de déterminer des lois générales des phénomènes des corps organisés, quels que soient ces corps. Et en revanche, l'histoire naturelle est une science concrète parce qu'elle s'intéresse en quelque sorte aux êtres du monde qui mettent en œuvre une multiplicité, qui sont le croisement de multiplicité de lois, d'une très grande multiplicité de lois, et pas seulement des lois biologiques d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, ça c'est le deuxième point de précision. Et enfin, le troisième point, donc c'est pour donner la structure des leçons de philosophie positive et pour comprendre un peu comment c'est fait. Alors attendez, je vais peut-être, ça sera plus facile pour moi. Voilà, voilà, c'est ce petit tableau-là. Donc vous avez les 6 leçons sur la philosophie biologique. Vous avez les titres d'ailleurs. Hein. Considération. Alors, dans la partie encyclopédique déjà, il y a une séparation entre l'anatomie, c'est les 41e et 42e leçons, et entre la physiologie, ce sont les 3 dernières leçons. Hein. Et vous voyez le terme fonction apparaître. Hein. Et il apparaît d'ailleurs de façon assez emblématique, surtout dans la dernière leçon, considération générale sur l'étude positive des fonctions intellectuelles et morale ou cérébrale, parce que là, effectivement, déclarer qu'il y a des fonctions intellectuelles, ça a une portée polémique et une portée d'engagement philosophique très fort, alors qu'effectivement, il n'éprouve pas le besoin de signaler qu'il s'agit de fonctions quand il s'agit de la vie organique, enfin de la vie végétative ou de la vie animale. Voilà. Alors, donc, l'étude grosso modo, comment ça se passe dans le cours? L'étude d'une science positive, dans le cours de philosophie positive, se déroule généralement en 2 temps. On trouve d'abord des considérations générales sur la science, sa constitution, ses moyens d'investigation, ses relations avec les autres sciences. C'est la partie proprement épistémologique. Et ça, c'est la leçon d'introduction. Et ensuite vient la partie encyclopédique, où Comte passe en revue les différentes parties de la science et les principales conceptions positives auxquelles l'esprit humain est parvenu en ce domaine. Alors, les leçons encyclopédiques, ici, elles ne vont pas trop nous intéresser. Elles nous permettraient d'appréhender concrètement la notion de fonction et la façon dont Comte conçoit telle ou telle fonction, comment, par exemple, il comprend et selon quel modèle les fonctions cérébrales ou les fonctions de sensibilité de la vie animale, etc. Bon.
Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la notion de fonction prise de façon abstraite, en quelque sorte. Et c'est dans la leçon d'introduction, donc, que le travail conceptuel sur la notion de fonction est opéré. Et plus exactement, la notion de fonction va être l'élément fondamental qui permet d'assurer la transition entre une définition générale de la vie, qui est l'objet des sciences philosophiques, transition donc entre la définition de la vie et la définition de la science biologique, ou encore la définition du problème fondamental que doit résoudre la biologie. C'est-à-dire que c'est par la notion de fonction qu'on arrive, à partir de la définition de la vie, à comprendre comment la biologie peut mettre en œuvre un programme pour étudier cet objet qu'est la vie. Alors, ça c'était le premier préalable, c'était sur le cours en général. Bon, maintenant, deuxième préalable, et on commence là à rentrer dans la notion de fonction, c'est la notion de fonction telle qu'elle était, telle que Comte la reçoit de l'époque, et notamment de Henri-Marie Ducrotay de Blainville. Alors, Henri-Marie Ducrotay de Blainville, de façon plus raccourcie de Blainville, hein, voilà. Donc je donne ces dates, 1777-1850, est un peu plus âgé donc, que Comte, mais contemporain quand même, était un professeur au Muséum d'histoire naturelle. Il avait succédé à Lamarck dans la chaire des vers et des animaux sans squelette, je crois. C'est à lui que Comte, et en fait, il est très important parce que c'est à lui que Comte emprunte beaucoup de concepts biologiques structurants. Parmi ceux-ci figurent les grandes distinctions qui président à l'analyse qui nous intéresse. Alors, la première de ces distinctions, je descends dans mon exemplier, la première de ces distinctions est celle entre le point de vue statique et le point de vue dynamique. Introduite par Comte dès la première leçon du cours, cette distinction pose que, je cite, « tout être actif, ou spécialement tout être vivant, peut être étudié dans tous ces phénomènes sous deux aspects fondamentaux, sous le rapport statique et sous le rapport dynamique, c'est-à-dire comme apte à agir ou comme agissant effectivement. » Voilà. C'est la différence, c'est ça. Apte à agir, donc qui a les structures pour agir en fait, et agissant effectivement, c'est-à-dire qui accomplit un acte à partir de ces structures. Donc, cette distinction va être déclinée de multiples façons par Comte. Le tableau suivant donne les principales formulations, donc vous l'avez là. Donc, la colonne statique et la colonne dynamique. Donc, il y a différents couples. Par exemple, organisation-vie, ça peut être décliné sous l'opposition agent et acte, structure-usage, structure-jeu et structure-fonction, bien évidemment. Donc, c'est selon ce couple qui dessine évidemment l'opposition structure-fonction ou la complémentarité de la structure et de la fonction, que la distinction entre anatomie et physiologie est pensée, de même que la distinction entre organes et fonctions. Alors, c'est dans ce cadre que Blainville va définir précisément ce qu'il entend par organe et par là même par fonction. Donc, c'est l'objet de la citation qui est là. Sous cette dénomination d'organe, organa, instrumenta, on entend, d'après l'étymologie, ergon, des espèces d'instruments dont le travail ou les fonctions combinées donnent lieu à ce phénomène incompréhensible que l'on nomme la vie. Un appareil est un ensemble d'organes concourant à une même fonction de quelque degré qu'elle soit. La fonction est le résultat de l'action d'un organe ou d'un appareil. Bon, alors cette citation dit plusieurs choses. Alors, la première, ce qui retient surtout mon attention, c'est que c'est le fait que grâce à l'explication étymologique, l'écart entre l'organe et la fonction est totalement minimal, puisque l'ergone, qui est au cœur du nom organe et qui signifie travail, signifie en fait fonction. Le travail, c'est la fonction, c'est le travail. Donc, un écart minimal
puisque l'ergone, le travail, est impliqué dans le terme même d'organe. Donc, ensuite, deuxième remarque qu'on peut faire sur ce texte, c'est qu'il structure l'usage du terme fonction par rapport à des niveaux anatomiques. C'est l'objet des deux dernières phrases, c'est-à-dire que la fonction, bon, il y a ce rapport statique-dynamique hein, qui préside à la distinction, mais la fonction, elle sera, enfin, on utilisera techniquement le terme fonction en biologie seulement pour deux niveaux anatomiques, le niveau de l'organe et le niveau de l'appareil. Un appareil étant un ensemble d'organes concourant à une même fonction. L'appareil respiratoire comprend plusieurs organes. Hein. Ma main peut être considérée comme un seul organe, mais l'appareil respiratoire, c'est un appareil qui, enfin, la fonction de l'appareil respiratoire ne peut être assurée que par la coopération de plusieurs organes. Donc, c'est cette hiérarchie que je vous donne ici, dans le dernier tableau, enfin dans le tableau qui apparaît en bas. Et ce tableau donc, mentionne la correspondance entre les niveaux anatomiques et les niveaux physiologiques. Au niveau des tissus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les éléments simples de l'organisme. Hein. C'est la grande théorie de Bichat. Au niveau des tissus, on va parler de propriétés. Au niveau des organes, on va parler de fonction. Au niveau des appareils, on va parler de fonction. Et au niveau global des organismes, on va parler de résultats. Bon, je vous épargne le niveau qui est un peu indéterminé, c'est le niveau des parenchymes, qui est un niveau intermédiaire entre les tissus et les organes. Bon, on en parle pas. Bon. Excuse-moi, Laurent, Oui. c'est Béatrice, c'est Béatrice. Tu vas un petit peu vite pour moi parce que je suis pas. D'accord. J'achoppe un peu sur la définition là. La fonction est le résultat de l'action d'un organe ou d'un appareil. Oui. C'est pas. T'es sûr que c'est. Enfin, non, je suis sûr que c'est est, mais c'est pas la fonction donne ou produit le résultat. Je peux vérifier si tu veux Non, rapidement. non, je pense que ta citation est bonne, mais j'ai du mal à penser une fonction comme un résultat. C'est ça qui me gêne. Mais j'ai une grande Oui, méconnaissance de. effectivement, oui. Là, alors attends, je regarde quand même. Mais je veux pas te couper. Hein, Pas du tout. Page 15, je crois. Page 15, hein, c'est ça? Alors, oui, il y a une très longue introduction. Il faut que je trouve la page 15. Hein, j'arrive. Elle arrive, elle arrive. Peut-être que tu pourrais nous expliquer simplement la phrase pour Alors, qu'on soit sûr, si tu veux, de. on va la recontextualiser peut-être. Je vais faire un partage d'écran, si vous voulez. Donc, non, qu'est-ce que je fais là? Donc, écran partagé de nouveau. Voilà. Donc, plus ça. Voilà. Donc, Parce qu'on est d'accord que la notion de fonction est du côté dynamique. oui. D'accord. Donc, sous cette dénomination d'organe, dont le travail, des espèces d'instruments dont le travail où les fonctions combinées donnent le nombre et l'importance de ces organes sont, comme on le pense bien, extrêmement variables. Un appareil est un ensemble d'organes concourant à une même fonction. Ça, c'est clair. Oui, mais non, il a dit ça. Hein, la notion Oui, non, non, je ne doute pas qu'il ait dit ça. Je voulais juste que oui. peut-être que tu l'explicites un peu plus. Ben, surtout, ce qui peut être gênant, c'est que, effectivement, normalement, le mot résultat, c'est un terme technique qui qualifie le dynamique au niveau de l'organisme global. C'est ça qui me gêne un peu. Je pense que là, il a. Je pense que c'est une. Alors, je ne sais pas s'il faut aborder ces textes vraiment avec un esprit d'analyse, enfin,
d'analyse très, très, très poussée. Hein. Parce que pour moi, résultat, c'est du côté du statique aussi, tu vois. C'est aussi pour ça que j'étais gênée. La fonction est le résultat de l'action d'un organe. Bah, je veux dire, la fonction n'existe pas pour lui Ouais. si s'il n'y a pas action d'organe. La fonction, c'est l'action de l'organe, en fait. Je pense que c'est vrai que c'est mal. D'accord, c'est l'action de l'organe. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Alors, effectivement, la formule est un peu empoulée. Hmm. Oui. Oui, Béatrice, je pense qu'il n'y a rien de plus à comprendre que le fait que s'il y a une fonction, c'est parce qu'il y a l'action d'un organe. Et donc, c'est Oui. vrai que la phrase est tournée un peu Oui, oui, oui. Ouais. pas à l'envers, mais tu vois ce que je veux dire. Hmm. Voilà, s'il n'y a pas action d'un organe, il n'y a pas de fonction. Hmm. La fonction est le résultat de l'action d'un organe. Voilà. Oui. Merci, Paul-Henri. Hein, oui. Oui. Ou résulte de, ça serait peut-être plus neutre. Voilà. Oui. Bon, voilà. Mais j'avoue qu'effectivement, bon, alors c'est très bizarre parce que Blainville, c'est un type qui invente des tonnes de mots. Zoobie, zoéthique, enfin, il invente plein de mots bizarres. Et généralement, quand même, il est assez précis. Mais là, effectivement, vous mettez le doigt sur effectivement une formulation un peu lâche, peut-être. C'est le côté linguiste, pardon. Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait, mais il est tout à fait louable. Cela dit, quand on fréquente la littérature de cette époque, il faut avoir l'esprit large, hein, si je puis dire. Enfin, avoir beaucoup de mansuétude. Donc, pardon, je reprends peut-être mon exemplier. Alors, attendez, vous êtes en train de partager votre écran. J'arrête. Hop, et je remets l'autre. Pardon. Ah, mais je suis bête. Non, non, excusez-moi, je suis stupide. Il suffisait de faire ça. Bon. Euh, donc, voilà. Donc, le tableau est clair, hein, tissu, propriété. Voilà. Donc, ces précisions une fois faites, il est possible donc de présenter l'analyse conceptuelle opérée par compte. Alors, donc grand B, enfin, pardon, j'avais donné des titres, hein, donc c'était d'abord les préalables, maintenant on est dans l'architecture définitionnelle consciente. Alors, cette construction conceptuelle exposée dans la 40e leçon du cours de philosophie positive va comporter 3 étapes. Tout d'abord, on va partir d'une définition de la vie. Ensuite, à partir de cette définition de la vie, on aboutira à une définition large de la notion de fonction et à une définition large du but scientifique de la biologie. Et enfin, troisième étape, à partir de ces définitions larges, on va établir des définitions restreintes du but scientifique de la biologie, lequel sera obtenu via une définition restreinte de la fonction. Donc, on parle de la définition de la vie, on aboutit à des définitions larges de la fonction et du but scientifique de la biologie, et la dernière étape va consister à retrécir toutes ces définitions larges pour coller finalement à la pratique biologique de l'époque et pour rendre ces concepts utilisables en quelque sorte. Alors, on part d'abord de la définition de la vie. Alors, la définition de la vie, selon Comte, comprend 2 volets. Hein. Le premier volet, il reprend une définition de Blainville du vivant comme foyer chimique. Je cite, je ne vous l'ai pas mise en citation, elle n'est pas importante, on ne va pas trop l'utiliser. La vie se caractérise par le double mouvement intestin, à la fois général et continu, de composition et de décomposition. Voilà. Bon, cette première définition, qui définit la vie par l'organique, hein, en quelque sorte, hein, par la vie organique qui consiste à faire croître l'animal par la composition et qui aussi a pour résultat aussi la décroissance à partir d'un certain moment. Donc, cette première définition est ensuite complétée par un apport proprement conscient. L'idée de vie implique aussi, il le dit, on va le retrouver dans le texte, une corrélation
une corrélation, d'ailleurs on dit corrélation, mais c'est corrélation dans le texte, enfin bon, c'est le même terme, entre un organisme approprié et un milieu convenable. Alors, pour l'objet que nous poursuivons, on peut négliger le premier volet de la définition pour se focaliser sur l'harmonie entre le vivant et son milieu. Alors, une précision, je ferai les autres plus tard. Cette notion cette définition de la vie comme corrélation entre le vivant et le milieu, c'est pour contrer la définition métaphysique de la vie due à Xavier Bichat. Cette corrélation permet de donner une définition non métaphysique et non vitaliste de la vie. Alors, Comte s'oppose sur ce point précis à Bichat, qui affirmait un antagonisme absolu entre la nature morte et la nature vivante. Alors, c'est la toute petite citation, hein, très lapidaire. Le style de Bichat est lapidaire et c'est un très beau style. Hein. Pour lui, il écrit bien et précisément. Lui, c'est très tenu. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Point. Voilà, hein. Et alors, elle a fait couler énormément d'encre, hein, cette définition dite vitaliste, et que Comte répute surtout métaphysique. La nature vivante, conçue isolément, c'est ce que dit Bichat, hein, la vie contre tout. Hein. La nature vivante, conçue isolément, ne peut alors reposer que sur son propre principe de vie. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est vitaliste. Hein. Le principe de la vie est intérieur à la vie, il n'est pas à trouver à l'extérieur. Mais pour Comte, c'est surtout une définition métaphysique. Alors, le propre de la métaphysique, pour Comte, c'est de rechercher les connaissances absolues, c'est-à-dire les connaissances sans lien, les connaissances effectivement qui se suffisent à elles-mêmes, et les concepts absolus, etc., les fins dernières, etc. Bon, c'est très connu, ça c'est la loi des 3 états. Au contraire, le propre de la philosophie positive, c'est de chercher des concepts relatifs. C'est-à-dire, pour la philosophie positive, on ne peut connaître les phénomènes en eux-mêmes, on ne les connaît que par leur relation aux autres phénomènes. Et donc, Comte trouve cette définition de la vie de Bichat radicalement métaphysique, parce que la vie, c'est ce qui n'a aucun lien avec le reste, en quelque sorte. Et au contraire, Comte va essayer de produire une définition positive de la vie, et cette définition positive, c'est la corrélation entre un organisme et un milieu. Et là, elle est positive parce qu'elle ne définit pas la vie comme un absolu, mais comme quelque chose en relation. Alors, la deuxième idée qu'on peut observer sur l'idée de la corrélation entre l'organisme et le milieu, c'est que l'idée de milieu a été très avancée par Cuvier, par l'histoire naturelle et par l'anatomie comparée, par Cuvier et son principe des conditions d'existence, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, ou même par Lamarck, évidemment, hein, qui conçoit son évolutionnisme propre, son transformisme, comme une influence du milieu sur l'organisme, enfin une conséquence des conditions environnantes sur l'organisme. Donc, c'est à partir de cette définition de la vie qu'on peut caractériser le cheminement conceptuel de Comte comme passage d'une harmonie à une autre. Ce qui va se passer dans la définition conceptuelle qu'on va étudier, c'est que on va passer de la définition de la vie comme harmonie entre le vivant et son milieu à une définition de la biologie comme harmonie, comme devant établir une harmonie entre les points de vue structurels et les points de vue fonctionnels, ou entre le point de vue anatomique et le point de vue physiologique. Donc, deuxième étape dans l'architecture définitionnelle kantienne. La première, c'était une définition de la vie. La deuxième, c'est la définition large de la biologie et de la notion de fonction. Alors, là, je dois vous donner une citation qui est très longue. Je suis désolé, bon, je ne peux pas la donner tout à l'écran. Hein. Oui, elle est très longue. Hein. Alors, je l'ai divisée en sections. Quand il y a qu'on appelle ça des slash, enfin, le terme français, je ne sais pas si c'est un terme français, enfin, les trois barres signalent une division qui n'existe pas dans le texte. Hein.
c'est moi qui divise. Et quand je reviens à la ligne sans ces 3 barres, c'est qu'il y a une division dans le texte. Et le texte comporte deux paragraphes. Hein. Ça, c'est le second paragraphe. Pardon. Ça, c'est le second paragraphe. Bon. Donc, la définition large, non de la vie, mais de la science de la vie, suit directement de la définition de la vie comme harmonie entre le vivant et son milieu. Donc, je commence la lecture au premier slash. Hein, je commence la lecture ici. Nous avons reconnu, en effet, que l'idée de vie suppose constamment la corrélation nécessaire de 2 éléments indispensables, un organisme approprié et un milieu convenable. C'est de l'action réciproque de ces 2 éléments que résultent inévitablement tous les divers phénomènes vitaux, non seulement animaux, comme on le pense d'ordinaire, mais aussi organiques. Bon, là, il ne fait que récapituler donc la définition de la vie. Maintenant, on va en déduire une définition large. Il s'ensuit aussitôt que le grand problème permanent de la biologie positive, hein, parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est définir la biologie en tant que science. Le grand problème permanent de la biologie positive doit consister à établir dans tous les cas, d'après le moindre nombre possible de lois invariables, une exacte harmonie scientifique entre ces 2 inséparables puissances du conflit vital et l'acte même qui le constitue, préalablement analysé. En un mot, allier constamment, d'une manière non seulement générale mais aussi spéciale, la double idée d'organe et de milieu avec l'idée de fonction. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les dernières phrases. Hein. Une exacte harmonie scientifique entre les 2 inséparables puissances du conflit vital et l'acte même qui le constitue, préalablement analysé. En un mot, allier constamment d'une manière non seulement générale mais aussi spéciale la double idée d'organe et de milieu avec l'idée de fonction. Alors, un mot tout d'abord de commentaire sur le terme conflit qui peut paraître bizarre ici, parce qu'on parle plutôt d'harmonie entre le vivant et son milieu. Bon, je pense qu'il s'agit d'abord d'un latinisme, hein. Conflit ici au sens de confluence. Hein. Bon, il y a un autre exemple où il utilise le mot conflit dans un sens où, à mon avis, il n'y a pas de conflit. Hein. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est plutôt un sens latin. Mais ça peut être aussi la reconnaissance, et là, c'est une rupture par rapport à la philosophie du XVIIIe siècle, une reconnaissance que finalement l'organisme est une puissance de même niveau que le milieu en quelque sorte. Autant au XVIIIe siècle, le milieu modelé selon Comte, hein, l'esprit de la philosophie du XVIIIe siècle, c'était de dire que le milieu modelait complètement les organismes. Autant la philosophie de Comte, c'est de dire que l'organisme est fixé une fois pour toutes et le milieu ne peut pas le modeler. Hein. Donc, c'est des puissances qui sont effectivement en équilibre, peut-être pas en conflit, c'est peut-être trop fort, mais en équilibre. Bon. Voilà, mais le mot conflit ne doit pas nous arrêter. Alors, la signification donc, de ces 2 dernières phrases est assez claire. Comme tous les phénomènes vitaux résultent de l'action réciproque de l'organisme et du milieu, la biologie devra lier ensemble l'organisme et le milieu d'une part, avec d'autre part l'acte qui les réunit. Alors, et cet acte, Comte va l'appeler fonction. Alors, plusieurs remarques. À ce stade de l'analyse, cet acte-fonction, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, hein, n'est pas identifiable à cette catégorie physiologique qui correspond aux notions anatomiques d'organes ou d'appareils. Hein. C'est-à-dire que ce qui frappe en tout cas, c'est le contraste entre cette définition et celle de Blainville. Alors que chez Blainville, l'écart, comme on avait dit, était minimal entre la fonction et l'organe, hein, puisque l'organe porte l'ergone en lui, en quelque sorte. Ici, l'écart est maximal, puisque la fonction désigne la réunion de l'organe avec un terme extérieur qui est le milieu. Et la fonction ne peut donc émaner de la seule notion d'organe. Hein. Là, on a un éloignement très fort par rapport aux conceptions classiques. Ce qui étonne d'autre part, bon, c'est le caractère extrêmement abstrait de la fonction ici. Hein. C'est le caractère extrêmement abstrait de cet acte-fonction qui, en fait, apparaît, mais ça, c'est un procédé que Comte utilise souvent, comme l'hypostase de la corrélation entre le milieu et l'organisme. Hein. Il y a un processus, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler aussi de triangulation,
qui consiste à introduire comme troisième terme la relation entre les deux premiers termes. Hein. Voilà, ça c'est un procédé assez courant chez Comte. Mais en tout cas, la notion de fonction, elle surgit vraiment de façon abstraite comme le corrélat de deux choses qui existent en quelque sorte. Bon. Alors, c'est cette opération de triangulation aussi qui nous permet à ce stade de lier l'introduction du terme fonction à son acception mathématique et géométrique. Il faut bien préciser les choses, et j'y reviendrai sur cette idée-là. Il ne s'agit pas d'affirmer une quelconque mathématisation de la biologie. Au contraire, Comte pense que la biologie est une science qui n'a rien à voir avec les sciences inorganiques et avec les mathématiques. Hein. Les phénomènes biologiques sont irréductibles aux mathématiques. Donc, il ne s'agit pas d'invoquer une mathématisation de la biologie, il s'agit simplement de montrer que la formulation mathématique contribue au travail définitionnel. Hein. Effectivement, la fonction telle qu'elle est définie ici, comme acte-fonction, et comme finalement hypostase de la relation, retient incontestablement quelque chose de l'acception primitive du terme mathématique. Une fonction mathématique consiste, selon Comte, et là il suit à peu près les définitions contemporaines, à mettre en relation deux quantités dont on dit, c'est une citation tirée des leçons sur les mathématiques, suivant le langage des géomètres, qu'elles sont fonctions l'une de l'autre. Donc la fonction, c'est ce qui met en relation deux quantités dont on dit, suivant le langage des géomètres, qu'elles sont fonctions l'une de l'autre. Alors, je reviendrai sur la prégnance de l'arrière-fond mathématique plus tard dans l'exposé, mais cette prégnance fournit incontestablement une des trames du raisonnement d'Auguste Comte. La fonction, c'est ce qui surgit comme relation entre deux expressions géométriques, enfin, ou deux expressions mathématiques. Bon. Alors, maintenant, on arrive, donc on a, lui, la définition large, à la fois de l'objet de la biologie, mais aussi de la fonction, hein, comme acte réalisant la corrélation. Alors, on passe maintenant à la troisième étape, qui est la définition restreinte de la notion de fonction et du but scientifique de la biologie. Alors, cette notion de fonction va servir de pivot pour passer de la définition large du but scientifique, lier la double idée d'organe et de milieu avec l'idée de fonction, à la définition restreinte, qui va être lier l'un à l'autre le point de vue anatomique, et le point de vue physiologique. Alors, deux étapes dans cette troisième section. Petit a, acception restreinte de la notion de fonction. Alors, c'est ce qui va se passer ensuite. Donc, je commence là. Hein, enfin, c'est ce que je vais commander ici. Alors, premier point, Comte va décomposer cet acte fonction en lui appliquant le principe de l'équivalence entre l'action et la réaction. Ce principe est pour Comte une loi universelle qui, en tant que telle, s'applique à tous les domaines scientifiques, à partir du moment où on peut parler d'actes, de conflits ou d'actions réciproques. Alors, cette loi universelle, c'est une loi universelle pour Comte, mais qui a été dégagée tout d'abord en mécanique. Donc, on peut dire que c'est aussi la loi mécanique de l'action et de la réaction donnée par Newton. Alors, donc, cette loi de l'action et de la réaction, c'est une loi de mathématiques concrète, puisque ça appartient à la mécanique rationnelle. D'accord ? Et donc, c'est cette loi de mathématiques concrète, universalisée, qui permet de décomposer l'acte fonction en deux volets. Donc, c'est ce qu'il dit là. Au fond, cette seconde idée n'est pas moins double que la première, car d'après la loi universelle de l'équivalence entre
la réaction et l'action, le système ambiant ne saurait modifier l'organisme sans que celui-ci n'exerce à son tour une influence correspondante. La notion de fonction ou d'acte doit comprendre en réalité les résultats du conflit. Alors, c'est ce que j'ai essayé de symboliser par ce tableau qui est un petit peu maladroit. C'est-à-dire que c'est l'acte fonction que vous avez là, hein, et qui assure la relation donc, entre l'organe et le milieu, va être décomposé en deux parties, des modifications organiques et des modifications du milieu. Donc, à partir de ce dédoublement, une seconde étape, à partir de cette décomposition, va consister à affecter le sens restreint du terme de fonction uniquement aux seuls actes organiques, indépendamment de leur connaissance, de leurs conséquences externes. Je cite, alors attendez, je reviens à la citation. Hop, hop, hop. Bon, c'est par là, excusez-moi, je l'ai extirpé. Enfin, c'est dit, la notion de fonction ou d'acte doit comprendre en réalité les deux résultats du conflit. Attendez, mais ça, je l'ai déjà dit. Oui, la notion de fonction ou d'acte doit comprendre en réalité donc, les deux résultats du conflit, mais avec cette distinction essentielle que la modification organique, étant par sa nature la seule vraiment importante en biologie, on néglige le plus souvent la réaction sur le milieu, d'où est résultée habituellement l'acception moins étendue du mot fonction, affectée seulement aux actes organiques, indépendamment de leurs conséquences externes. Donc voilà, une première réduction permet à Comte de retrouver le sens physiologique du terme, en quelque sorte. Hein. Pardon, attendez, oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, il y a, la notion de fonction affectée seulement au terme organique, indépendamment de leurs conséquences externes, c'est grosso modo la compréhension courante de la notion de fonction. Hein. On retrouve ainsi le sens physiologique du terme. La modification du milieu, en tant qu'elle intéresse seulement le milieu, est négligeable. Et en tant que cette modification du milieu intéresse l'animal, elle entre d'après Comte dans l'histoire naturelle qui ne concerne pas la biologie abstraite, qui a pour objet exclusif l'étude des lois vitales. Donc cette analyse permet donc de retrouver ce que dit Comte, la notion usité de fonction, notion réduite philosophiquement, mais plus pratique à utiliser dans le contexte d'une recherche biologique normale. Donc c'est ce qu'il dit. Il y aura donc peu d'inconvénients, c'est ici, hein, il y aura donc peu d'inconvénients à conserver au mot fonction sa signification la plus usitée, quoiqu'il fût plus rationnel de lui attribuer toute son extension philosophique, en l'employant à désigner l'ensemble des résultats de l'action réciproque continuellement exercée entre l'organisme et le milieu. Dernière étape, après avoir posé l'acception restreinte de la notion de fonction, on peut passer à la définition restreinte du but scientifique de la biologie. Alors, une dernière élimination nous met en possession de ce que Comte appelle la destination générale de la biologie. Dans la relation entre l'organe et le milieu d'une part et la fonction d'autre part, Comte va supposer que le milieu reste constant et déjà connu par les sciences antérieures à la biologie. C'est ainsi qu'il arrive à la formulation du but de la science biologique en éliminant le milieu, comme on élimine une constante en mathématiques, une constante qui se trouverait de part et d'autre de l'équation, hein, et où ne sont véritablement partie. Donc, il arrive donc à la formulation de la science biologique, où ne sont véritablement parties prenantes que l'étude de l'organisme et l'étude de la fonction. Donc, on y arrive. C'est la fin de la citation. La biologie positive doit donc être envisagée, hein, c'est là d'après les notions précédentes, la biologie positive doit donc être envisagée comme ayant pour destination générale de rattacher constamment l'un à l'autre, dans chaque cas déterminé, le point de vue anatomique et le point de vue physiologique, ou en d'autres termes,
l'état statique et l'état dynamique. Auguste Comte conclut donc son analyse définitionnelle par cette synthèse pour le moins surprenante et encore une fois à résonance mathématique. Donc c'est ici, hein, il y a donc lieu à conclure alternativement à l'acte ou l'acte d'après le sujet ou l'agent d'après l'acte. Le système ambiant étant toujours censé préalablement bien connu, d'après l'ensemble des autres sciences fondamentales, on voit ainsi que le double problème de la biologique peut être posé suivant l'énoncé le plus mathématique possible, en ces termes généraux, étant donné l'organe ou la modification organique, trouver la fonction ou l'acte, et réciproquement. Voilà. Donc, le travail définitionnel s'arrête là. Hein. Alors, c'est un travail définitionnel qui est un peu paradoxal. On va aborder plusieurs points, mais qui me paraît quand même intéressant parce qu'il essaye quand même, derrière l'usage classique de la notion de fonction, de récupérer toute la richesse de la notion de vie, hein, finalement, en disant que la fonction ne doit pas être seulement relative à un organe, mais elle doit être relative justement à quelque chose qui la précède, hein, qui est, et dont elle fait la médiation, l'organisme et le milieu. Donc, alors là, je vois que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais tirer certaines conclusions ou certains enseignements peut-être de cette analyse. Et mais je vais peut-être pas me donner tous les enseignements, parce que je pouvais évoquer donc le rôle des mathématiques comme modèle. Ça, je pense que ça peut intéresser. Ensuite, j'ai le problème du milieu, bon ça on peut le dire assez rapidement. Quant au problème de l'adaptation des catégories de Bichat à la nouvelle biologie définie à partir de cette analyse, je pense qu'on peut peut-être s'en passer, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que l'influence des mathématiques, c'est particulièrement important, comme tu le dis. D'accord. Ok, donc je vais. Alors, voilà, donc je passe ça. Je dirais peut-être un mot sur le milieu quand même, parce que c'est assez troublant, cette élimination. Et après, je passerai au problème des fonctions intellectuelles et de la fonction dans les fonctions intellectuelles, en quelque sorte, avec des stratégies d'évitement assez bizarres, si j'ai le temps. Hein. Alors, d'abord, donc, les enjeux d'une définition, on va parler du rôle des mathématiques comme modèle. Donc, nous avons souligné la forte prégnance du modèle mathématique que l'on trouve à plusieurs niveaux d'argumentation, la proximité du rôle médiateur de l'acte fonction avec la conception générale de la fonction mathématique, hein, c'est pour le premier aspect. Deuxième aspect, l'application d'une loi universelle de mathématiques concrètes, la loi de mécanique de l'action et de la réaction, la deuxième loi newtonienne, d'après mon souvenir, ou le troisième, je ne sais plus. Et enfin, dernier point, la formulation du but scientifique restreint en une phraséologie mathématique. Étant donné l'organe ou la modification organique, trouver la fonction ou l'acte et réciproquement. C'est un problème de mathématiques. Bon, c'est très mathématique sans être parfaitement explicite, hante incontestablement le texte et les commentateurs y ont été sensibles. C'est ainsi que Canguilhem, en commentant ce passage, n'hésite pas à dire que, je cite Canguilhem, c'est dans un article « Le vivant et son milieu » qu'on trouve dans La connaissance de la vie, je cite Canguilhem, « La liaison de l'organisme au milieu est celle d'une fonction à un ensemble de variables, liaison d'égalité qui permet de déterminer la fonction par les variables. » Bon, cela dit, effectivement, on peut insister sur la proximité de la notion de fonction avec ce que dit Comte, mais l'exercice tourne assez court et il me semble très difficile d'arriver à atteindre une formalisation mathématique satisfaisante, d'après ce que dit Comte. Et d'ailleurs, Canguilhem ne va pas plus loin, il dit « La liaison de l'organisme au milieu est celle d'une fonction, un ensemble de variables, liaison d'égalité qui permet de déterminer la fonction ou les variables. » Bon, il n'est pas très précis. Hein. Moi, j'ai essayé de voir ce que ça peut donner, mais
quelles sont les variables, quelles sont les constantes, enfin si on sait que le milieu, normalement c'est une constante, mais la fonction, comment il faut la comprendre, c'est pas très clair. Hein. Donc, il y a plutôt un arrière-fond formel qui donne pas une allure, mais enfin, c'est un peu plus qu'une allure, qui donne une allure de scientificité quand même à ce travail définitionnel. Hein. Bon, mais finalement, surtout, on peut remarquer que sur la notion de fonction, les positions de Comte, quant au rôle des mathématiques, est assez ambivalent, et il y a incontestablement chez lui une évolution. Donc, je vais un peu m'évader du cours de philosophie positive. Alors, première remarque, à l'époque du cours, et malgré toutes les critiques que Comte a adressées à l'extension abusive des mathématiques, les mathématiques restent un modèle de scientificité pour lui. Et on peut, dans bien des argumentations, retrouver la trace d'une conceptualisation et d'un cheminement mathématique. Dans cette première partie de l'œuvre, donc dans le cours de philosophie positive, les résonances mathématiques sont parfaitement bienvenues, surtout quand, comme c'est le cas ici, il s'agit de faire accéder une science à la positivité. La biologie, c'est une nouvelle science, il faut en démontrer la positivité. Alors peut-être une parenthèse pour ceux qui connaissent mal Comte. Comte, effectivement, il a une formation mathématicien, mais il n'a de cesse de réduire la place des mathématiques. Hein. Ce n'est pas un pan-mathématisme, la philosophie positive, et les sciences fondamentales, chez Comte, sont des sciences organiques. C'est la sociologie et c'est la biologie. Les mathématiques, c'est une science très pauvre finalement. Il dit que c'est la science des caractéristiques les plus pauvres des phénomènes, c'est-à-dire grosso modo leur présence spatiale et leur nombre. Hein, voilà, c'est des qualités très propres, des qualités phénoménales très propres. Mais néanmoins, il conçoit les mathématiques quand même comme une logique qu'il ne faut pas étendre abusivement, mais comme une logique. Enfin, c'est une attitude ambiguë. Mais en tout cas, dans le cours, ça reste un modèle de scientificité, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résonance mathématique dans cette élaboration, dans l'élaboration que je viens d'expliquer. Mais dans la seconde partie de l'œuvre de Comte, on assiste au contraire à une radicalisation contre l'algèbre, et l'usage du terme mathématique de fonction va être condamné comme une usurpation. Et là, on a un texte très bizarre de la synthèse subjective. C'est vraiment la fin de la philosophie kantienne, donc c'est une philosophie assez étrange et très difficile à lire, qui s'enferme dans ses propres concepts et parfois dans des règles un peu oulipiennes. Donc c'est assez bizarre. Hein. Mais une traduction de cette hostilité mathématique, ça va être la répudiation du terme fonction dans le domaine mathématique. Alors qu'on aurait pu penser au contraire que la fonction mathématique aurait été le modèle général. Non. Alors je lis ce texte, donc de la synthèse subjective, dans l'édition originale, alors pardon, je n'ai pas mis la date, la synthèse subjective c'est 1856. Donc, elle, c'est-à-dire la philosophie algébrique, doit d'abord se purger d'une vicieuse dénomination que l'anarchie spirituelle fit seule adopter par tous les géomètres pendant la dernière phase de la révolution occidentale. Rattachée primitivement à l'organisation sociale, la qualification de fonction fut normalement étendue à l'organisme personnel, de manière à désigner dans les trois parties de la morale les actes convergents de la nature vivante. Après avoir été spontanément respecté par la physique, qui n'osa jamais se l'appliquer, ce terme devint irrationnellement propre à la logique qui l'a complètement dénaturé. Donc, déjà, on peut commenter ce premier paragraphe. Il est très clair que ce que veut faire ici, Comte condamne l'usurpation algébrique parce qu'il veut cantonner le terme fonction aux seules sciences organiques. Dans le seul domaine des sciences organiques, je précise que la sociologie est une science organique. La sociologie, c'est la science de l'humanité qui est un être organique, enfin, qui est un être organique, qui a des organes.
Alors, et c'est le sens de cette généalogie de la notion de fonction. Hein. Il le dit, primitivement, ça a été utilisé en sociologie, enfin, disons, du moins, ça a été rattaché à l'organisation sociale. Hein. Grosso modo, sa fonction, c'est l'officium, etc., c'est l'office. Hein. Le terme fonctionnaire est un terme que Comte apprécie beaucoup, hein, et auquel il donne une très grande extension. Donc, les individus, pour Comte, alors, très clairement, pour Comte, les individus, enfin pas tous les individus utiles, ceux qui sont, comme il dit, convergents, les individus sont des organes de l'humanité. Et ces organes de l'humanité exercent des fonctions spécifiques, économiques, intellectuelles, domestiques, etc. Hein. Donc d'abord, le domaine sociologique ou domaine social, ensuite, extension de la notion de fonction de manière à désigner, comme il le dit dans les 3 parties de la morale, les actes convergents, la qualification, je monte ma petite main, la qualification de fonction fut normalement étendue à l'organisme personnel de manière à désigner dans les 3 parties de la morale les actes convergents de la nature humaine. Alors bon, il faut décrypter. Ça veut dire qu'à partir de la sociologie, la notion de fonction va être appliquée à des individus, non pas à cet organisme collectif qu'est l'humanité, mais à des individus. Bon, c'est grosso modo l'usage biologique. Les 3 parties de la morale, ce n'est pas très clair ce qu'il veut dire par là, mais je pense qu'il veut parler essentiellement de la biologie, puis de la biologie, de la morale et aussi de la sociologie. Hein. C'est ça, les 3 parties de la morale. Enfin, qu'importe. Hein. L'idée, c'est que la fonction, ensuite, après être collectivement appliquée, va s'appliquer globalement à tous les actes organiques, qu'ils soient collectifs ou individuels. D'accord ? Les actes des êtres vivants étant des actes individuels. Voilà. Et il y a eu, dans le cours de l'histoire, une sage exclusion de la part des sciences inorganiques, sauf des mathématiques. Hein. Comme il le dit, la physique n'osa jamais se l'appliquer. Hein. Mais en revanche, ce terme a été irrationnellement utilisé par les mathématiciens. Bon. Alors, je passe sur le second paragraphe qui dit à peu près la même chose. Voilà. Il fait le parallèle, c'est-à-dire qu'il condamne aussi le terme d'analyse pour le remplacer par le terme d'algèbre. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, et c'est la fin du paragraphe. Alors, par quoi il va remplacer le mot fonction? Il va remplacer le mot fonction par le mot formation. À la vicieuse expression que je viens de bannir, il est aisé de substituer une dénomination pleinement adaptée à son office mathématique en regardant la variable dépendante comme une formation de la variable indépendante. Rapprochées l'une de l'autre, excusez-moi, j'ai oublié le point, les 2 mots se trouvent affectés de la même initiale dans toutes les langues occidentales, d'après leur souche commune. Bien que fortuite, cette coïncidence permet de conserver sans aucun autre changement que celui de la prononciation les précieuses notations fondées depuis un siècle sur ce début de nom adopté pour la filiation algébrique. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il remplace le terme fonction par le terme formation, et ça a l'avantage d'abord qu'il est compris dans toutes les langues occidentales, et deuxièmement qu'il commence par la même voyelle, donc on ne va pas changer les f de x en je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, il dit tout simplement cette chose. Et bon, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Dans tout le reste du texte de la synthèse subjective, on ne trouvera plus une seule occurrence du mot fonction, enfin, ou alors peut-être par oubli, là, mais bon, on trouvera systématiquement formation à la place. Hein. Donc une fonction en mathématiques, c'est une formation. Enfin, je veux dire, quand on dit qu'une variable est dépendante d'une autre variable, on dit qu'elle est une formation de cette autre variable. Et non pas qu'elle est fonction de cette autre variable. Voilà. Donc, je peux peut-être parler alors, du problème du milieu quand même, rapidement. Parce que le problème du milieu, c'est quand même fondamental, parce que c'est ça la spécificité de la définition de la notion de fonction de Comte, c'est d'essayer d'intégrer le milieu
dans ce face-à-face entre l'organe et la fonction, hein, et donc du coup de décloisonner. Alors, donc, mais effectivement, on peut constater que l'un des caractères les plus surprenants de l'analyse kantienne réside dans l'évacuation finale du milieu, hein. Et c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup pour réintroduire le milieu, mais finalement, à la fin, pouf, il s'évapore. Donc, cela reflète une position en fait ambivalente à l'égard de cette notion. Rappelons d'abord, pour savoir de quoi on parle, que le milieu pour Comte, c'est l'ensemble des paramètres physiques qui entourent ou qui environnent l'organisme, hein. C'est l'air qu'on respire, c'est l'électricité, c'est la gravitation, c'est des choses comme ça, hein. C'est l'ensemble des paramètres physiques, hein. Ce n'est pas encore la notion de milieu de vie telle qu'elle adviendra plus tard, plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le sillage de l'évolutionnisme, hein, lequel comprendra non seulement les conditions géographiques, mais aussi toutes les espèces vivantes qui entrent en rapport avec les individus. Là, le milieu de Comte est un milieu un peu comme chez Lamarck, c'est un milieu inanimé, hein. Alors, la position de Comte, une fois ce rappel fait, peut se résumer en 2 points. L'intégration du milieu dans la notion de vie lui permet de fournir, donc ça je l'ai déjà dit, contre Bichat, une définition non métaphysique de la vie. Mais il faut dire aussi que cette intégration de la notion de vie accompagne et permet d'accompagner le mouvement général qui se produit en histoire naturelle, où la question des conditions environnantes ou du milieu, à l'époque on parlait des milieux physiques, c'est Comte qui introduit plutôt le singulier, hein, en parlant du milieu qui est l'ensemble des paramètres physiques. Bon. Donc l'intégration des conditions, cette intégration donc accompagne le mouvement général qui se produit en histoire naturelle, où la question des conditions environnantes devient essentielle. Je rappellerai le principe des conditions d'existence de Cuvier. Je crois que je vous ai donné cette citation. L'histoire naturelle a cependant aussi un principe rationnel qui lui est particulier et qu'elle emploie avec avantage en beaucoup d'occasions, celui des conditions d'existence, vulgairement nommées des causes finales. Comme rien ne peut exister s'il réunit les conditions qui rendent son existence possible, les différentes parties de chaque être doivent être coordonnées de manière à rendre possible l'être total, non seulement en lui-même, mais dans ses rapports avec ceux qui l'entourent. Alors là, effectivement, donc on a l'introduction dans ce fameux principe des conditions d'existence qui va faire couler beaucoup d'encre et qu'on va interpréter souvent de façon finaliste, alors qu'il n'est pas trop de nature finaliste. Il y a donc l'introduction, enfin, il y a la prise en compte dans les conditions d'existence des rapports de l'animal avec son milieu et avec les êtres qui l'entourent. Bon, et on peut rappeler aussi, deuxième point, pour souligner l'importance du milieu, c'est le concept de Lamarck, hein, Lamarck et son concept de circonstances environnantes, hein, bon, c'est partout dans la philosophie zoologique. S'il y a un transformisme des espèces, c'est sous la pression du milieu, hein. C'est pour s'adapter au milieu. Bon. Il serait faux cependant, et c'est pour ça qu'il y a ce problème du milieu, il serait faux de faire de Comte un champion de l'explication par le milieu. Ça, je vous l'ai déjà dit rapidement. Bien au contraire, il y a chez lui une défiance envers un type d'explication, tant en biologie qu'en théorie de la connaissance, qui ferait du milieu l'instance conditionnante de l'esprit ou de l'organisme. Helvétius, dans le domaine de la théorie de l'esprit, et Lamarck en biologie, sont ceux qui représentent le mieux ces théories. Au contraire, Comte se voit comme celui qui rétablit les droits de l'organisme sur ceux du milieu. Il y a un équilibre, hein. Donc, ces deux positions, à la fois la nécessité d'intégrer le milieu et d'autre part une méfiance à l'égard des théories du XVIIIe qui donnaient trop de place, trop d'importance au milieu et qui concevaient l'organisme ou l'esprit comme quelque chose de malléable, ces deux positions expliquent parfaitement la forme générale de l'argumentation qu'on peut lire comme une sorte de transaction entre une définition relative de la vie et une compréhension de l'idée de fonction où le milieu n'intervient finalement qu'à titre de constante relativement négligeable. Le problème fondamental de la biologie peut en effet se lire comme une sorte de face-à-face classique entre l'organe et son acte. Le mouvement de l'argumentation donc est assez paradoxal
et c'est vraiment un problème pour moi, c'est celui à la fois de l'affirmation puis de l'éviction du milieu. Ça, c'est quelque chose de difficile. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut intégrer la présence du milieu dans la notion de fonction? C'est un peu cette question que pose qui est posée ici. Hein. C'est-à-dire compte effectivement novateur en prenant en considération le milieu, et dans ces cas, et là il annonce effectivement tout l'évolutionnisme darwinien, etc., etc. Mais d'une certaine manière, il ne sait pas quoi en faire de ce milieu dans la mise en œuvre scientifique de la biologie. C'est un peu un échec. Alors, je peux peut-être maintenant parler, enfin à moins que j'ai épuisé mon temps, de l'extension du concept de fonction à l'étude des phénomènes intellectuels et des stratégies d'évitement, surtout de la notion de fonction. C'est assez amusant. C'est comme vous voulez. Tu as le temps. J'ai juste une Oui. question, si ça ne t'ennuie pas. Quand tu parles de l'arrière-fond mathématique, tu penses que c'est uniquement Newton, c'est ça? Tu penses pas qu'il y Non, a non, eu de non, non, non. l'influence? Non, non. Non, Parce que c'est-à-dire que dans la loi de l'action et la réaction implique clairement une loi de mathématiques concrète qui est identifiable, c'est la loi de Newton. Mais le formalisme mathématique global de cette élaboration, c'est l'ensemble des mathématiques. Et surtout, à mon avis, ce qu'il a en tête, c'est comment s'appelle, la théorie des fonctions analytiques de Lagrange, hein, le grand livre d'accord. de Lagrange, des fonctions analytiques. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est son livre, vraiment, c'est son livre, enfin, c'est un des livres très importants pour Comte, cette théorie des fonctions analytiques. Et dans un test subjectif, il dit ben oui, ben enfin, on ne peut plus utiliser ce titre parce que j'ai banni analytique et j'ai banni fonction. Donc, grosso modo, ça serait la théorie des formations algébriques. Enfin, bon, c'est très bizarre. Mais oui, c'est ça. Hein, je pense que c'est la notion classique de fonction qui le. Et même la notion mathématique même l'idée même de mathématiques, globalement, signifie mesurer euh, qui signifie l'art, qui est l'art de la mesure indirecte, c'est-à-dire mesurer une quantité par une autre quantité. Et là, on a aussi la notion de fonction très clairement. Hein. Une quantité est la résultante d'une autre quantité. Et est-ce que tu penses qu'il y a, par exemple, connaissance des travaux de Boole? Parce Ah que, non, pas du tout. pas du tout, Il est un là. peu postérieur, je crois. Hein. Non, non, Boole, les lois de la pensée, c'est 1854. Et là, tu nous as dit Oui, mais que le Comte, cours, c'était c'est 1856, donc c'est concomitant, tu vois, à peu près. oui, non. Alors attends, le cours de philosophie positive, c'est 1830-1842. Ah, voilà, c'est ça que j'ai. Ouais, Voilà. ouais, donc c'est juste avant. Ouais, oui, Et ça va. le problème, c'est que après, il a eu, quand il passait bizarre, il a adopté son hygiène mentale. L'hygiène mentale, ça consiste à s'interdire toute nouvelle lecture à partir d'un certain point, parce qu'il pensait que la science était terminée, etc. Donc, déjà, c'est fort improbable qu'il soit tombé sur le livre de Boole. Je ne sais pas du tout quelle était la, la diffusion de cet ouvrage, mais c'est déjà fort improbable qu'il aurait pu s'en emparer. Et d'ailleurs, en plus, il se l'interdisait d'une certaine manière. Oui, oui. Boole était connu, enfin très connu des Allemands, hein, puisqu'il y a eu toute la controverse Boole-Frege, justement sur la notion de fonction, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais, mais ça, c'est très tardif. C'est vraiment c'est le deuxième 19e siècle et c'est même le 19e siècle tardif. Hein. Oui, oui, c'est après la période dont tu traites. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Non, non, il y a une compte, si tu veux, c'est les mathématiques de la Révolution. Hmm, Et les grandes mathématiques, disons que son point maximal, c'est Cauchy. Cauchy, d'accord. il trouve, Ouais. Hmm. je trouve un peu trop barbare et un peu trop formaliste. Hein. Mais voilà. Et sa conception du calcul infinitésimal, c'est celle de Lagrange. C'est-à-dire celle des séries, hein, de réduction par des séries, et non pas la conception des limites, qui est celle de Cauchy. Oui. Et j'avais une deuxième question, mais peut-être que Oui, vas-y. euh, euh, c'est d'un côté, tu nous dis la notion de fonction, c'est d'abord en sociologie,
tu vois. Mm. Et tu nous parles aussi de l'influence des mathématiques. Est-ce qu'il y a un lien là entre les deux? Comment ça serait passé de la socio aux maths ou l'inverse ou inversement? Enfin, là, je suis un peu Non, mais ce qui est perdue, tu vois. non. Alors, ça porte sur le texte, ta question porte sur le texte de 1856 ou en général? Dans ta présentation telle que tu nous l'as. Alors, effectivement, grosso modo, ce qui est très bizarre, euh, Est-ce que c'est 10 juin, si tu veux? C'est ça un peu ma oui, question. c'est 10 juin. C'est 10 Grosso voilà. modo, le terme fonction est hyper utilisé en sociologie. Mm. Fonction, organe, on le trouve très souvent, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, la sociologie est une science des vivants, hein. La Mm. grande césure dans l'encyclopédie Conscienne, c'est entre les sciences inorganiques, c'est-à-dire grosso modo, enfin mathématiques c'est un peu à part, mais enfin mécanique quand même, mécanique, astronomie, physique, chimie. Voilà. Et ensuite les sciences organiques, ça va être essentiellement la biologie, la sociologie, puis plus tard la morale. Bon, donc il y a une césure. Après, il y a toujours un jeu chez Comte de savoir où émerge le concept fondamental. Et souvent, il dit c'est en sociologie que vraiment le concept est fondamental. Mais en fait, non. Pour la notion de fonction, visiblement, pour Comte, la notion de fonction, c'est d'abord un concept biologique, hein. Et on ne trouve pas dans les leçons de sociologie une réflexion sur la notion de fonction. Elle va pour lui de soi et elle a été faite dans la biologie, hein. Donc, la sociologie, là, n'est pas un modèle. Alors après, ce qu'il fait dans le texte de 1856, c'est simplement un historique de la notion de fonction. Il dit, primitivement, la fonction, ça servait à désigner les offices. Voilà. D'accord, c'est un historique, c'est ça que j'ai. Oui, c'est un historique, hein. C'est Là, l'étape que j'ai ratée, pardon. Ouais, ok. là, il fait un historique. Il dit, OK, c'est le sens propre émerge dans le milieu social. Après, il se diffuse de façon tout à fait légitime en biologie, hein, pour désigner les actes convergents de la nature humaine, de la nature vivante. Mais en revanche, l'emploi et l'emprunt que font les mathématiciens de ce terme est totalement illégitime. Mm. Voilà. D'accord, ouais. C'est pour ça qu'il propose un autre terme. Alors je pense que ça n'a pas du tout été suivi, hein, cette proposition, évidemment, de formation plutôt que. Et il rapproche formation de formule aussi. Voilà. Merci beaucoup, ouais, j'ai compris. Donc, l'extension peut-être du concept de fonction à l'étude des phénomènes intellectuels. Alors, un petit rappel, donc c'est à partir de la théorie du cerveau de Franz Joseph Gall, ou de ce qu'on appelle la phrénologie, même si Gall n'a jamais employé ce terme, que l'on commence à parler de fonction du cerveau ou de fonction mentale. Il y a une enquête très intéressante qui a été menée par D'Alembert, donc K.M. D'Alembert, en 1915, sur le titre c'est The History and Derivation of the Word Function as a Systematic Term in Psychology. Donc c'est un texte assez intéressant, je peux vous donner les références, hein, qui voit l'émergence du terme fonction dans le domaine de la psychologie. Et donc, en ce qui concerne l'enquête menée par D'Alembert, qui concerne le monde anglo-saxon, hein, montre que Thomas Brown fut le premier à appliquer de façon systématique le terme de fonction au domaine mental, mind, hein, et qu'il a en fait tiré cet usage des ouvrages de Gall et de Spurgeon, hein. Donc c'est à partir de Gall effectivement qu'on commence à parler de fonction mentale, même dans le monde anglo-saxon, et en tout cas c'est pas tant dans le contexte français, hein. En ce qui concerne le contexte de réception français, on observe de même un effet de polarisation d'ailleurs. On va observer un effet de polarisation entre d'une part les partisans de Gall qui assimilent très librement les termes de fonction et de faculté, et d'autre part ses adversaires qui maintiennent une distinction très forte entre les deux termes et proscrivent l'usage psychologique du mot fonction. Alors, rapidement, j'évoque, pour Gall, donc les facultés
ou les qualités, ou les dispositions, les termes sont interchangeables souvent. Donc les facultés morales et intellectuelles fondamentales sont des fonctions du cerveau correspondant à une structure déterminée, c'est-à-dire un des organes cérébraux dont la réunion compose l'ensemble du cerveau. Pour Gall, le cerveau est un appareil constitué d'organes qui ont chacune des fonctions, et ces fonctions, en fait, sont des facultés morales ou intellectuelles. Sur la base de cette analyse, les expressions facultés morales et intellectuelles, force fondamentale de l'âme ou fonction spéciale du cerveau, renvoient donc toutes à la même réalité fondamentale. Et le terme fonction est utilisé sans complexe. Alors, au contraire, tous les adversaires, et grosso modo, c'est le mouvement spiritualiste, hein, enfin, c'est souvent des adversaires qui sont tous plus ou moins liés au spiritualisme. Cette assimilation des facultés de l'esprit aux fonctions est totalement intolérable pour eux. Donc, on va chez les adversaires de Gall et de cette assimilation, on trouve toute une stratégie pour condamner ou éviter l'application du terme fonction aux facultés intellectuelles. Donc j'évoquerai très rapidement trois stratégies: une stratégie d'évitement, une stratégie de remplacement et finalement une stratégie surtout de décomposition une stratégie de réduction. Très bizarre. Alors, la stratégie d'évitement, très rapidement, c'est Flourens, qui était aussi Pierre Flourens, qui était un grand physiologue du cerveau, en quelque sorte. C'est lui qu'on la trouve. L'usage que Flourens fait des termes peut illustrer cette stratégie d'évitement. Pour lui, une fonction doit être apportée à un organe distinct, isolé par la méthode expérimentale. On est d'accord. Fournir le premier principe moteur de la respiration est ainsi la fonction de la moelle allongée, de même que la vue est la fonction des tubercules bijumeaux et l'équilibration des mouvements, celle du cervelet. Et pareillement, il va même jusqu'à dire que l'intelligence, c'est la fonction du cerveau proprement, grosso modo. En revanche, dès qu'il s'agit d'évoquer les modes de l'intelligence, comme il dit, de l'intelligence une, c'est-à-dire totalement unifiée, lui, il faut que le fonctionnement de cet organe qu'est le cerveau réfléchisse l'unité spiritualiste de l'intelligence. Donc, et dès qu'il s'agit d'évoquer les modes de l'intelligence une qui ne correspondent pas à un organe en particulier, alors le terme fonction disparaît pour laisser place à celui de faculté. Il ne peut être question chez Flourens de fonction mentale au sens fort du terme, c'est-à-dire qualifiant des facultés morales ou intellectuelles précises. L'intelligence tout entière est une faculté une, résidant dans le cerveau tout entier, qui est un organe un. Bon, voilà. Alors, mais cette distinction, c'est une stratégie d'évitement, mais elle n'est pas très claire, effectivement, du point de vue notionnel. La stratégie de remplacement de Blainville est beaucoup plus claire. On trouve chez Henri de Blainville une analyse très consciente d'elle-même sur le plan terminologique et qu'on pourrait désigner donc comme une théorie de remplacement. Pour lui, qui est d'ailleurs un bon connaisseur de Gall, les phénomènes de l'intelligence sont d'une autre nature que les phénomènes vitaux et biologiques. Notamment, on ne peut déduire les fonctions du cerveau de sa structure organique. Et là, il suit un peu il est dans le même paradigme que Comte, c'est-à-dire qu'en biologie, on doit pouvoir déduire la fonction de l'organe et l'organe de la fonction. Or, pour Blainville, c'est ce qui n'arrive pas en physiologie cérébrale, en quelque sorte. On ne peut pas déduire les fonctions du cerveau de sa structure organique. C'est pourquoi, au couple organe-fonction, valable en biologie générale, il propose de substituer, pour le domaine intellectuel et moral, le couple faculté-substratum ou faculté-siège. Il marque ainsi, dans les termes, l'impossibilité de comprendre la relation de la faculté à l'organe où elle siège. Les positions de Blainville sont cependant, je le note quand même, loin d'être hostiles à celles de Gall. La proposition que le naturaliste fait dans son dernier ouvrage, Améliorer le système de Gall, en revenant à Albert le Grand, c'est-à-dire des professeurs, je crois, de Saint Thomas, c'est-à-dire
en revenant à une théorie qui logeait dans les ventricules du cerveau les fonctions aristotéliciennes. Donc cette proposition montre qu'il n'était pas hostile à la pluralité organique. Mais la pluralité organique, qu'il accepte même chez Gall, ne peut pas être traduite en termes biologiques d'organes et de fonctions, mais seulement en termes de substratum ou de siège. Voilà. Et donc, là encore, le XIXe siècle est bizarre et on revient très facilement, enfin, ils invoquent très facilement des choses qui nous paraissent totalement anachroniques pour penser les phénomènes. Et Blainville, qui était un grand catholique, il dit il faut remonter à Albert le Grand. Donc, ce qui empêche en tout cas Blainville de parler de fonction mentale, c'est bien l'idée que les schèmes d'explication biologique ne sont plus valables dans le domaine intellectuel et moral, notamment la déduction de l'organe à la fonction. Enfin, la stratégie de décomposition, c'est peut-être la plus complète. Je donne les citations, les deux dernières citations. C'est Théodore, alors on la trouve chez Théodore Jouffroy, qui est un philosophe spiritualiste, qui, en 1826, a engagé le débat avec ce qu'il appelait les physiologistes. Et c'est surtout Magendie qui vise. Alors, ce débat tourne, là aussi, c'est un débat spiritualiste, tourne autour de la question de la nature des faits de conscience. Ont-ils une cause organique, le cerveau, ou manifestent-ils un principe intelligent, indépendant, c'est-à-dire une âme? Pour aborder cette question, Jouffroy analyse la notion de fonction. Alors, le but de Jouffroy dans cette analyse va être de détacher l'idée de cause de celle d'organe. Or, c'est ça son problème, la notion de fonction, pour lui, exprime au contraire l'adhésion à l'organe, l'adhésion de la cause et de enfin l'identification de la cause et de l'organe. Voici son argumentation. Alors, on la trouve dans ici, c'est la citation. Donc, il analyse l'idée de fonction comme étant celle des circonstances constitutives d'un phénomène. Ouvrez les livres des physiologistes, vous verrez que l'étude d'un phénomène, ou comme ils disent, une fonction quelconque de la vie, consiste pour eux dans la recherche de 5 circonstances principales. Donc, qu'est-ce que c'est que rechercher une fonction? Qu'est-ce que c'est qu'étudier une fonction? C'est premièrement l'organe, déterminer, disons, premièrement l'organe, qui est le principe du phénomène. Deuxièmement, l'occasion excitante, qui détermine l'organe à produire le phénomène. Troisièmement, l'opération par laquelle le phénomène est produit. Quatrièmement, le phénomène lui-même. Cinquièmement, la cause finale ou le but pour lequel le phénomène est produit. Donc, voilà, pour Jouffroy, l'idée de circonstance constitutive d'un phénomène chez les physiologistes, c'est étudier la fonction et étudier les 5 parties que suppose la fonction. Alors, l'argumentation de Jouffroy va être de dire qu'en fait, cette notion des circonstances constitutives d'un phénomène est en fait un principe du sens commun, ou un de ces axiomes évidents par eux-mêmes, qui peut s'exprimer de façon plus générale. Donc Jouffroy était un grand partisan de la philosophie écossaise. La philosophie écossaise de Reid, qui était la philosophie du sens commun, et qui posait qu'effectivement, il y avait des principes du sens commun sur lesquels reposait la connaissance humaine et qui étaient inévitables et indémontrables. Bon. Et pour lui, donc, c'est un principe du sens commun. Enfin, je veux dire, la notion de circonstance constitutive est en fait un principe du sens commun. Et quand on pense aux circonstances constitutives d'un phénomène, on ne peut pas penser à certaines choses. Et quelles sont ces choses? Et c'est ce que dit ici Jouffroy dans la deuxième citation. Tout ce qui arrive a pour nous non seulement une cause, mais une fin. Non seulement une fin, mais une raison d'arriver. En sorte que l'idée de changement ou de phénomène entraîne nécessairement après elle celle de cause, d'opération, de but et de raison suffisante. Aucune de ces idées ne saurait être détachée les unes des autres. L'une ne vient pas qu'elles ne viennent toutes. Elles forment ensemble l'idée complète de la production d'un phénomène. Bon, voilà, c'est simple. Donc, l'idée de Jouffroy, c'est de dire que derrière la notion de fonction, il y a une idée plus fondamentale qui est un principe du sens commun, qui est la façon dont on conçoit un phénomène, ou la façon dont on conçoit le changement. Et
correctement analysé, donc, on voit que ça suppose bien l'idée d'une cause, mais ça ne suppose pas l'idée d'un organe. Et donc, l'idée de Jouffroy, c'est de dire que les physiologistes font un coup de force quand ils identifient la cause et l'organe. Hein. Voilà. Donc, correctement analysé, l'idée de changement implique bien celle de cause, mais pas nécessairement celle d'organe. Et d'après Jouffroy, et surtout dans le domaine de l'intelligence, la cause implique plutôt, sur le modèle de la cause que nous sentons penser et agir en nous, l'idée d'une force ou d'un principe qui a la capacité de produire des effets, mais c'est en fait cette force qu'on conçoit en nous, c'est une force spirituelle. Ce n'est pas une fonction, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec un organe plutôt. Pardon, excusez-moi. Donc, ce que fait en fait Jouffroy, donc à partir de là, on ne peut pas parler de fonction pour les phénomènes intellectuels, mais tout simplement parce qu'il est abusif d'identifier l'organe à la cause. En fait, si on prend du recul par rapport à cette analyse, c'est que très bizarrement, ce que fait Jouffroy, c'est une analyse réductionniste. Mais alors, généralement, le réductionnisme, c'est plutôt le matérialisme qui en est accusé. Hein. Réduire la spiritualité à des fonctions, etc. Mais là, c'est le contraire. C'est-à-dire, il dit, Jouffroy fait de la fonction un cas particulier de la structure de compréhension que tout changement en général, fait de la fonction un cas particulier de la structure de compréhension de tout changement en général, et le couple organe-fonction n'apparaît plus pour Jouffroy que comme une déclinaison, parfois légitime, parfois abusive, du couple cause-effet. Et faisant cela, Jouffroy, et c'est en cela qu'on voit qu'il n'est pas un philosophe de la biologie, réduit finalement l'idée de fonction à l'idée d'effet et l'idée d'organe à l'idée de cause. Et donc, il fait une attitude réductionniste, il fait une analyse réductionniste dont le mouvement analytique de la deuxième moitié du XXe siècle sera accusé aussi. C'est-à-dire, Nagel, on l'accuse de vouloir rabattre la notion de fonction sur la notion simplement d'effet d'une cause. Bon, et en fait, non, il y a plus que ça dans la notion de fonction. Voilà. Bon, je vais arrêter là, je vois que je parle trop. Voilà, j'ai essayé de faire un petit panorama grosso modo, de la compréhension de la notion de fonction à cette époque dans la philosophie française et aussi dans la biologie. On peut remettre les caméras peut-être pour, Écoute, je te remercie beaucoup. C'était à la fois clair et dense. Et tu nous as projeté dans une discipline que nous, enfin, pour ma part, que je connais peu. Je suis un peu désolée que les psycholinguistes du laboratoire aient pas pu se joindre à nous, parce que je pense que sur la dernière partie, ils auraient eu des questions à te poser. Moi, j'ai un petit peu posé les miennes en cours de discussion. Est-ce que parmi les participants, vous avez des précisions à demander? Tout vous a semblé clair? Est-ce que tout m'a semblé clair? Peut-être pas, mais je ne sais pas si j'aurai des questions tout de suite parce qu'il me faut toujours le temps de digérer. Par contre, peut-être que je me permettrai de vous contacter plus tard. C'était passionnant, véritablement passionnant. Vraiment, je voulais vous remercier. Je me permettrai peut-être de vous écrire par la suite pour si j'ai des questions. C'était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi, par rapport à mon thème de recherche, j'ai trouvé ça passionnant. Mais voilà, merci infiniment, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, du point de vue de la linguistique, j'ai essayé de regarder un peu chez Comte, il n'y a rien du point de vue strict de la linguistique. Je ne m'attendais pas à trouver chez Comte
des réflexions concernant le langage. Je cherchais juste à voir si, en fait, les linguistes s'étaient inspirés, tu vois, de la biologie. Effectivement, c'est C'était à cette dans, époque que ça se... À mon avis, ils ont lu, hein. C'est difficile de ne pas le lire, hein. mais C'est dans l'insertion de la notion de fonction. Pourquoi on vient insérer là cette notion de fonction qui, par rapport à la linguistique aujourd'hui, résonne vraiment de façon particulière pour moi et ça m'a paru vraiment très intéressant. Je ne m'attendais pas à trouver de la linguistique, mais je m'attendais à trouver dans l'autre sens. Je ne sais pas comment le dire, mais pourquoi tout d'un coup on en vient à importer une notion, à apporter une notion quelque part, parce qu'on observe l'objet d'une certaine manière plutôt que d'une autre, et donc on a ce besoin d'importer telle notion. Et, Oui, c'est d'autant plus bizarre que, en fait, c'est une opération. À la limite, on pourrait dire que c'est l'important du travail de Comte, c'est dans le cheminement et pas dans le résultat. Parce que le résultat, c'est ce dont il est parti, quoi. Grosso modo, le résultat, c'est la biologie, enfin, sauf que ça aura un rôle architectonique dans la biologie, c'est-à-dire à chaque fois, on va bien essayer d'aligner les conceptions statiques et les conceptions dynamiques de façon très rigoureuse pour éviter le vitalisme. Le vitalisme, c'est une conception dynamique qui n'a pas de support statique, par exemple, hein. C'est une propriété qui est transversale à plusieurs organes et où on ne sait pas la situer, quoi, par exemple. Donc, ça aura certes un rôle architectonique, toute cette opération, mais grosso modo, il part de la correspondance organe-fonction et il retrouve la correspondance organe-fonction. Mais entre-temps, il y a le milieu qui est apparu et qui a disparu. C'est ça qui est intéressant, mais j'ai du mal à mesurer l'enrichissement réel dans les conséquences de cette introduction du milieu dans le domaine, dans le face-à-face entre l'organe et la fonction. Ça, c'est ma principale difficulté, hein, je vous le dis. Il y a aussi le plaisir quand même d'une architecture assez élaborée chez Comte. Alors, je vois une question sur le chat. Pourquoi le passage par Comte a-t-il vraiment compté pour la biologie? Oui, là, pour le coup, on peut répondre affirmativement. Même Darwin a lu Comte au moins par Harriet Martineau, hein. Il n'y a aucun problème. Ça, il a diffusé, hein. C'est une référence. Pour la biologie française, d'autant plus, hein. Et comme je vous ai dit, la société de biologie, c'est quelque chose de très important, hein. C'est là que se forme, et c'est le creuset de l'unification des sciences biologiques, hein. La société de biologie, elle naît en 1848 sous les auspices de l'élaboration conceptuelle kantienne, hein. Si vous lisez la déclaration d'intention de Robin, c'est du Comte. Alors, Claude Bernard prendra ses distances et n'est pas du tout d'accord sur bien des points. Mais bon, Claude Bernard aussi connaissait Comte, hein, il réfléchit aussi là-dessus, souvent pour le critiquer plutôt, hein. Mais non, ça a eu une très grande importance pour la biologie. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Voilà. Alors, bon, est-ce que c'est un travail qui a été marginal et qui a finalement cédé sous la pression du darwinisme, enfin qui a été inutile sous la pression du darwinisme? Moi, je pense qu'il faut concevoir la chose un peu différemment et comprendre que c'est l'élaboration la plus avancée avant, c'est l'élaboration la plus avancée de la notion de fonction et d'une certaine structuration de la biologie avant la révolution évolutionniste, hein, et avant la révolution darwinienne. Et Comte, lui, dans un univers fixiste, est allé aussi loin qu'il pouvait pour intégrer le milieu de façon pertinente. Bon, mais effectivement, intégrer le milieu dans un contexte fixiste, c'est beaucoup plus difficile qu'intégrer le milieu dans un contexte évolutionniste.
S'il n'y a plus de questions, j'aimerais revenir à ton objection avant que tu commences à parler, qui était pourquoi vous n'avez pas invité quelqu'un sur les années 70, c'est ça? Un Oui. biologiste. Tu peux nous éclairer un peu parce que comme ce n'est pas notre domaine. Ben, en fait, attends, j'avais des petites références. C'est lointain, hein. J'ai pas mal travaillé, mais là, je ne pourrais pas être dans un détail énorme. Grosso modo, il y a deux grands articles dans ce qu'on appelle la philosophie de la biologie. C'est un courant qui est apparu, on va dire, dans les années 70, hein, en réaction contre contre l'analyse, comment dire, contre la philosophie analytique réductionniste. Hein. Bon, grosso modo, le programme de Vienne, c'est un programme physicaliste, hein, de Oui. réduction. Ouais. Donc, c'est ce mouvement qui s'est dessiné et qui a été très important dans la philosophie de la biologie, et ça émerge dans les années 70, hein, et notamment contre des analyses de Nagel qu'on trouve assez facilement. Et alors, sur la fonction, il y a deux articles fondateurs, en quelque sorte. Le premier, il date de 73, c'est l'article de Larry Wright, WRIGHT, qui s'appelle tout simplement fonction, pluriel, et qui pose une approche étiologique. Et un deuxième article, après, il y a une littérature immense. Là, il faut vraiment un connaisseur parce que ça devient. Je me souviens même avoir entendu à l'IHPST un paléontologue très connu qu'on avait invité dans le cadre justement de ces réflexions sur les fonctions, qui disait oui, non, mais il faut oublier toute cette scolastique sur la fonction, c'est n'importe quoi. Enfin, effectivement, ça a un intérêt finalement très philosophique, ça a gonflé. Mais en tout cas, le deuxième article important, c'est de Robert Cummins, Oui, CU2MINS, Functional Analysis, de 75, et lui, on dit que c'est plutôt l'approche dispositionnelle. Alors là, Larry Wright, c'est l'approche étiologique. Grosso modo, son but, mais je pourrais guère aller plus loin, hein. Son but, c'est de pouvoir distinguer une véritable fonction d'un effet accidentel. Enfin, une fonction, voilà. Et c'est pour ça qu'il intègre la notion d'intention, en quelque sorte. Hein, il y a une intention derrière. Et ça a intéressé tout à fait les évolutionnistes. Hein. Bon, ça peut intéresser, ça s'intègre assez bien dans le cadre évolutionniste, cette approche étiologique, hein, même si ça pose problème pour les variations brusques qui trouvent une utilité, mais qui ne déploient pas une intention. Alors, l'intention en biologie, c'est la sélection, par exemple. Hein. La sélection peut jouer ce rôle. Alors, Robert Cummins, au contraire, lui, c'est ce qu'on appelle une approche dispositionnelle, c'est-à-dire c'est une approche systémique. Hein. Il ne réduit pas la notion de fonction à la notion d'effet d'une cause, mais il dit qu'il faut l'approcher à l'intérieur d'un dispositif fonctionnel global et complexe. Enfin, voilà, c'est la définition de Cummins est assez difficile à résumer, mais on la trouve facilement. Et donc, il y a eu tout un travail fait autour de la notion de fonction, très important, où on trouve des noms connus, Karin Neander, Dresske, des choses comme ça. Mais bon, je pense que ça serait bien de peut-être. Alors, je ne sais pas quelle est la linguistique que vous étudiez, mais effectivement, c'est assez récent. Alors, je ne sais pas si ça a eu un impact sur la linguistique directement, mais ça serait intéressant peut-être effectivement de sonder cette littérature qui, encore une fois, est très technique. Hein. Et alors, ces positions-là, elles sont discutées dans le travail commun que vous aviez fait avec Jean Gaillon, c'est ça? Elles sont, Oui, notamment. elles sont dans le livre, là, Les origines historiques. Alors, c'est lequel livre? Moi, je pense les fonctions des organismes aux artefacts. Oui, c'est discuté là. Ça doit être discuté aussi peut-être dans l'ouvrage de Parros. Mais je ne suis pas sûr. Je peux jeter un œil dans ma bibliothèque? Oui, bah oui, oui, J'ai oui. cherché le livre parce que. Pardon. Je le trouve.
c'est le bouquin de Parot, les fonctions en psychologie. Je veux bien que tu m'envoies les références par mail après. D'accord, ok. Alors, je regarde la table des matières, là, je ne l'ai plus en tête exactement. C'est des très longs articles. Explication fonctionnelle et causalité en psychologie, on doit trouver des choses, oui. Fonction et fonctionnalisme dans la philosophie de l'esprit contemporaine. Il y a un article de Marie-Claude Lord qui doit être bien. Qui est bien. D'accord, je note. Mais enfin bon, voilà, ça c'est... voilà. Alors moi, j'ai un peu quitté ce domaine-là depuis, donc c'est paru en combien ça? C'est paru dans les années 2000, 2008 par là, donc j'ai un peu quitté ce domaine-là pour me consacrer vraiment plutôt au 19e siècle et à la philosophie française. Donc il faudrait peut-être demander à quelqu'un de précis comme Philippe Hunnemann, Matteo Mossio, enfin, D'accord. de faire le point. Mais enfin, les deux articles que j'ai cités, vous les trouvez dans toutes les anthologies qui réunissent des articles. Oui. Pélénis, ça me disait quelque chose, ouais. L'autre, je ne le connais pas, en fait, mais c'est pas... Larry Wright? Non, je connais le... Mais je n'ai pas lu son article sur les fonctions. Ouais. Ben, s'il n'y a plus de questions, on va te libérer et te remercier. Donc, vous voulez que je vous envoie la référence du livre de Françoise Parot? Oui, moi je veux bien. Oui. Et, l'article de Dallenbach, ça vous intéresse? 1915, c'est un peu vieux, mais c'est sur l'émergence de la notion de fonction en psychologie. Oui. Ça peut être intéressant. Ah oui. Voilà. Bon. Puis n'hésitez pas à faire un retour vers moi si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Ben, on t'en remercie énormément. Et puis... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.